Quel rôle pour la médecine traditionnelle dans l'épidémie de Covid-19 en Guyane? La pharmacopée traditionnelle, les plantes médicinales, des plantes à usage thérapeutique. Depuis l'apparition du Covid-19 partout dans le monde, certaines traditions médicinales ont été mises en avant, parfois pour guérir et parfois pour prévenir de la maladie, avec un débat souvent compliqué entre d'un côté défenseurs de la médecine traditionnelle et de l'autre la médecine moderne. Pour parler uniquement du cas de la Guyane, nous sommes ce matin avec Marc-Alexandre Tarot. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Pays et merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes post-doctorant à l'unité d'ethnoécologie et dynamique culturelle au CNRS à Cayenne et vous avez réalisé des entretiens depuis ces derniers mois pour interroger des utilisateurs de plantes et de la pharmacopée traditionnelle guyanaise. Déjà, combien de personnes est-ce que vous avez interrogé? De quelle communauté et dans quelle zone, dans quelle région du territoire? D'accord, alors tout d'abord dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue il y a tout juste 2 ans à l'Université de Guyane en novembre 2019. L'une des premières thèses d'ailleurs. Alors, la première thèse d'anthropologie de l'Université de Guyane, de la jeune Université de Guyane. Effectivement, dans le cadre de cette thèse qui est une thèse d'ethnobotanique. Alors, je rappelle peut-être que l'ethnobotanique c'est la science qui s'intéresse, qui étudie les relations souvent complexes, les interrelations entre les humains et leur milieu végétal. Et moi, effectivement, dans ce cadre-là, je suis spécialisé sur les phytothérapies, donc je m'intéresse principalement aux plantes médicinales, aux soins par les plantes, aux ethnomédecines. Et effectivement, dans un contexte très interculturel comme celui de la Guyane, c'est hyper intéressant parce qu'on peut interroger tout un ensemble de communautés. Et effectivement, ça a été le cas puisque j'ai travaillé avec 15 groupes ethnoculturels différents, 15 communautés différentes, des communautés amérindiennes, noires marronnes, créoles et aussi migrantes, qui font partie intégrante évidemment de la mosaïque démographique guyanaise. Et donc au total, ce sont 209 personnes qui avaient été interrogées pour cette thèse. Ça, c'était pour vos travaux finalement avant l'apparition du Covid-19 et avant ces recherches dont on parle ce matin sur uniquement le cas du Covid. Exactement, oui. Ça c'était pour contextualiser un petit peu mon arrivée dans ce milieu de l'ethnobotanique locale. Voilà. Donc l'idée c'était de faire un état des lieux un petit peu contemporain des pratiques de phytothérapie en Guyane. Donc c'est quasiment 400 espèces qui ont été inventoriées, autant donc de taxons latins, plus de 1000 noms vernaculaires. Et puis au-delà de ça, l'idée c'était de montrer aussi les aspects dynamiques de ces pharmacopées en contexte interculturel, on l'a dit, mais aussi en contexte urbain, transfrontalier, migratoire. Voilà. Et puis effectivement ensuite est apparue la Covid-19 et maintenant je travaille précisément sur cette question de l'utilisation des plantes médicinales face à cette maladie qu'est la Covid-19. Donc on est bien d'accord, avant de continuer, pour éclaircir un point, si certaines personnes se posent la question, vous n'étiez pas là pour juger finalement de l'efficacité ou de l'inefficacité de ces traitements, vous vous intéressez finalement juste à leur utilisation et à la manière avec laquelle ils sont utilisés. Exactement, moi je suis pas chimiste des substances naturelles, je suis pas pharmacologue, donc mon job à moi c'est pas ça. Et puis surtout pas juger, puisqu'en tant qu'ethnographe, ce que je fais c'est observer, décrire et retranscrire dans mes travaux les pratiques de la population. Donc effectivement, quelles sont les plantes qui sont utilisées, comment sont-elles utilisées, pourquoi, et puis pourquoi ces plantes-là. C'est-à-dire les critères de sélection, c'est vachement important, et surtout quand on fait face à une maladie nouvelle, à une maladie émergente. Donc combien de personnes, dans quelle zone du territoire et quelle communauté finalement vous avez interrogé pour cette étude précise? Ok, alors pour cette étude précise, là on table sur à peu près entre 80 et 100 personnes interrogées, et on a décidé d'interroger deux populations, puisque bon, c'est une étude sur un an, c'est une étude postdoctorale sur un an, donc on ne pouvait pas être aussi exhaustif que pour la thèse. Donc là, je travaille avec la communauté créole guyanaise et avec la communauté haïtienne. Pour l'instant, j'ai interrogé une 40aine de personnes, principalement de la communauté créole guyanaise, et je commence à travailler avec la communauté haïtienne dans ce sens-là. Et vous avez commencé déjà à noter des différences entre les traitements créoles et les traitements haïtiens? Alors bien sûr, chaque communauté a un peu son pool d'espèces préférées, c'est classique, c'est ce que j'ai pu aussi montrer dans le cadre de ma thèse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des préférences communautaires en termes d'espèces et aussi en termes de pratiques. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont transversales à toutes ces communautés qui sont des communautés créoles. Il y a des ponts quand même entre les deux. Commune, bien sûr. Déjà, beaucoup d'espèces malgré tout communes, puisque c'est souvent aussi des espèces qui sont pantropicales, c'est-à-dire qu'on retrouve dans un ensemble très vaste de pays de la ceinture tropicale, en Haïti, en Guyane, aux Antilles, un peu partout. Donc ces espèces sont communes à ces communautés. Oui. Et puis aussi, quelque chose de transversal et d'assez intéressant, c'est l'importance de l'amertume dans ce type de remède. C'est-à-dire
C'est-à-dire que finalement, très souvent, dans la médecine créole, pour soigner des maladies où la fièvre est un symptôme important, les espèces amères sont privilégiées. Et c'est quelque chose qu'on retrouve autant au sein de la communauté haïtienne qu'au sein de la communauté créole guyanaise. Et donc bilan, c'est quoi le bilan que vous faites de ces entretiens ? Quels traitements, quelles plantes en Guyane ont vraiment été majoritairement utilisées depuis l'apparition du Covid-19 ? Alors déjà, premier bilan que je fais et que je trouve assez important, c'est qu'en fait, cette maladie n'est pas si nouvelle que ça en Guyane. Dans le sens où, alors évidemment c'est une maladie nouvelle, c'est un virus qui est apparu il y a 2 ans, mais enfin, dans la médecine créole, la Covid-19 est classée dans la grande famille des maladies à fièvre. D'accord. Comme le palu, la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, etc., etc. Et donc en fait, sur une base symptomatologique, donc de symptômes, ce sont les plantes qui sont traditionnellement utilisées contre ces maladies, et notamment contre le palu, qui sont à présent mobilisés contre la Covid-19. Et c'est le cas par exemple du quachi. Donc il n'y a pas eu de nouvelles découvertes, de nouvelles plantes qui ont été utilisées ou peut-être utilisées différemment pour guérir ou prévenir le Covid-19 ? Si, quand même, il y a des nouveautés. On est quand même, la phytothérapie, comme tout objet social, est quelque chose qui évolue. Donc, effectivement, il y a ces plantes qui sont utilisées, entre guillemets, traditionnellement depuis longtemps. On peut en parler, le quachi, l'herbe amère, etc. Mais il y a quand même des nouveautés, et notamment des nouveautés récemment introduites en Guyane et qui ont été favorisées par une visualisation médiatique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'elles dans les médias, et notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, de l'herbe à pic, et par exemple de l'Artemisia annua. Donc plutôt des plantes qui étaient très peu communes en Guyane, qui sont encore assez peu communes en Guyane, mais voilà, que certaines personnes ont réussi à importer, à acclimater et à cultiver dans leur jardin parce qu'on en parlait sur les réseaux sociaux notamment. Justement sur l'herbe à pic, on s'en souvient, c'était au mois de février, tous les regards s'étaient tournés vers la Guadeloupe, il y avait eu un emballement médiatique autour de cette plante, pas qu'aux Antilles, d'ailleurs, même dans l'Hexagone on en parlait. Sur ce point, et d'après les entretiens que vous avez réalisés, est-ce que l'herbe à pic a été utilisée de façon importante en Guyane? Ah oui, de façon très, très conséquente. D'ailleurs, il suffit de parler aux pharmaciens et ils vous diront qu'ils sont rapidement en rupture de stock lorsqu'ils en reçoivent. Donc ça prouve qu'il y a un engouement autour de ces plantes, encore une fois, qui ont bénéficié de cette visualisation dans les médias. Voilà. Et puis du coup, ça crée des hybridations, des métissages, c'est-à-dire qu'on va parfois mélanger ces plantes. Alors, c'est pas si nouveau que ça, l'herbe à pic, on l'utilise en Guyane depuis bien longtemps. Mais je veux dire, certaines personnes ne l'utilisaient pas. Comme on en a parlé beaucoup, elles se sont mises à l'utiliser, et parfois il y a des mélanges qui se font entre ces plantes nouvelles et des plantes utilisées depuis plus longtemps. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur ce mélange, par exemple? Très concret. Par exemple, moi j'ai des personnes qui me disent qui font une décoction, un thé, une décoction de quachi, et dans cette décoction de quachi, ils vont mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'Artemisia. Puisque l'artémisia, encore une fois, est peu cultivée en Guyane. Par contre, on trouve des phytoproduits, c'est-à-dire par exemple des teintures, de l'huile essentielle à base de ces plantes-là. Et donc, ils vont rajouter ça dans leur préparation. Donc ça, c'est un exemple de métissage. Un autre exemple de métissage, alors c'est des choses qui existaient déjà, mais peut-être moins, de façon plus confidentielle. Là, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent du sirop de quachi. Et alors, ce qui est intéressant dans le sirop de quachi, c'est qu'on a le quachi, donc, c'est-à-dire une plante fébrifuge, considérée comme, c'est-à-dire qui va agir sur la fièvre. Et en même temps, pourquoi un sirop ? Parce que on estime aussi dans la médecine créole que le sirop sera bon contre les problèmes des voies respiratoires, qui est aussi un symptôme important de la Covid. Avec un chaud et un froid, c'est ça parfois une opposition entre les deux ? Oui, complètement. On est dans une médecine humorale, donc qui oppose effectivement l'état chaud et l'état froid. Bon, alors, on aura le temps d'entrer dans le détail, mais effectivement, les plantes amères peuvent être considérées comme des plantes froides, entre guillemets, qui vont agir sur une maladie chaude, une maladie à fièvre, comme la Covid-19. Oui, la pharmacopée traditionnelle, c'est d'ailleurs l'objet de la thèse que vous aviez faite, la pharmacopée, l'utilisation de la pharmacopée, elle est en constante évolution. On aurait tendance à croire parfois que les choses sont assez figées, mais en fait non, c'est un savoir qui vraiment va évoluer en fonction des pratiques et du contexte. Ah oui, complètement, c'est un savoir en perpétuelle évolution, et d'ailleurs, ça l'a toujours été. Moi, j'ai montré dans ma thèse finalement que 8 des 10 principales plantes médicinales utilisées en Guyane sont des plantes exotiques qui viennent notamment d'Asie et donc ont été importées à un moment en Guyane, alors, parfois il y a très longtemps, pendant la période coloniale, mais donc voilà, qui sont venues s'agréger à toutes les autres plantes qui étaient déjà utilisées localement, et donc effectivement ça prouve l'aspect très dynamique finalement de ces pharmacopées. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà, à votre niveau, est-ce que vous pouvez déjà mesurer finalement l'impact du Covid-19 sur la pharmacopée traditionnelle guyanaise et sur les impacts qu'il pourra y avoir dans le temps finalement, bien dans sûr. le futur? Alors comme je disais tout à l'heure, ça a été facteur d'hybridation, de nouveaux métissages. Oui. Donc ça... Alors,
peux pas dire que ça a un impact favorable sur les pharmacopées, parce que ce sera jamais positif. Mais enfin, en tout cas, ça a influé effectivement des changements, avec notamment l'importation, on l'a dit, de nouvelles plantes, de nouvelles pratiques. Et donc, effectivement, ça a un petit peu dynamisé ces pratiques. Et puis, d'autant plus que, voilà, il y a une confiance, il y a une grande confiance, une foi importante dans les plantes médicinales en Guyane. Et donc, face à la maladie, effectivement, on s'est remis un petit peu à utiliser ou à chercher des plantes pour soigner. Et souvent en prévention, puisque c'est un volet important de la médecine créole, le volet préventif. Donc on n'attend pas d'être malade pour soigner. On va prendre son petit kouachi du samedi matin, son petit amer, etc. Donc il y a un volet préventif très important. Mais justement, puisque vous avez prononcé le mot de foi, dans quelle mesure, Marc-Alexandre Tarot, l'utilisation de telle ou telle plante, elle va être fondée en fonction de son efficacité? Comment c'est de savoir, ils se créent d'abord, puis ensuite ils se transmettent? Alors, on est vraiment dans des savoirs empiriques, mais empiriques parfois sur le très long terme. Alors, empirique, on va peut-être préciser ce que ça veut dire. Alors que c'est basé sur l'expérience, voilà. Mais l'expérience du groupe, pas forcément l'expérience individuelle. Et donc, voilà, quand depuis X années ou X siècles, eh bien, on utilise un certain nombre de plantes, d'espèces contre une maladie et qu'on se rend compte collectivement que sur le temps long, ça fonctionne plutôt bien. Et surtout quand maintenant, c'est vérifié aussi par la science, par la pharmacologie, eh bien, on peut dire que voilà, il y a des plantes dont on sait qu'elles ont des vertus médicinales. D'abord par cette expérience collective, et puis maintenant aussi par tous les tests qu'on peut faire. Le débat, l'opposition entre médecine moderne, avec évidemment la vaccination, et la médecine traditionnelle, qu'est-ce que vous en pensez en Guyane, ce qu'on appelle la mixité thérapeutique? Est-ce que le Covid a cassé quelque chose, parce que sur les liens qu'il y a depuis longtemps en Guyane entre traitement moderne et traitement traditionnel? Alors, c'est un petit peu mon avis, enfin en tout cas, ce qu'on avait pu observer auparavant, c'est que la mixité thérapeutique, comme vous avez dit, elle était très importante. C'est-à-dire que face à la maladie, on ne va pas hésiter, entre guillemets, à slalomer entre la biomédecine, la médecine, entre guillemets, occidentale, et les ethnomédecines, et aussi entre ces ethnomédecines elles-mêmes, entre les différentes médecines traditionnelles. Ça, c'est quelque chose de classique. Quand on est malade, ce qu'on veut, c'est guérir. Et donc, on ne va pas hésiter à demander à son voisin, qui n'est pas forcément de la même communauté que nous, quelle plante il nous conseille, etc. Donc ça, c'est quelque chose de classique. Qu'on observe depuis longtemps. Qu'on observe depuis longtemps, et aussi dans d'autres contextes interculturels, ça a été montré dans d'autres pays, donc c'est quelque chose, c'est pas une surprise. Et justement, étonnamment, face à cette maladie, là, la Covid-19, eh bien, la mixité est moins importante, parce qu'on voit qu'il y a un vrai clivage entre cette confiance importante dans les plantes, d'un côté, et de l'autre côté, la vaccination. Moi, quand j'interroge les personnes, beaucoup en tout cas me disent qu'elles ne veulent pas se faire vacciner parce qu'elles ont confiance dans les plantes. Bon, donc effectivement, il y a cette barrière. Du coup, alors que c'était quelque chose qui existait depuis longtemps en Guyane, pourquoi est-ce qu'avec le Covid, les choses se sont un peu brisées? Je pense que c'est très lié aussi au vaccin, plus qu'à la médecine moderne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une hostilité vis-à-vis de la vaccination, et pas qu'ici en Guyane, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Donc en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Voilà. Mais bon, moi je pense au contraire qu'il ne faudrait pas forcément les opposer, et qu'au contraire ce sont des médecines qui sont complémentaires, évidemment. C'est ça qu'on appelle la comédication, le fait d'utiliser plusieurs manières de soigner? Ouais, c'est une forme de comédication, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la cohabitation entre des médecines différentes. Mais voilà, nous on parle plutôt de pluralisme médical, dans la mesure où effectivement en Guyane il y a toute une pluralité de modes de soins, de systèmes de soins qui vont se compléter entre eux. Et ça, c'est juste fascinant pour un ethnobotaniste. On a l'impression que d'un côté, surtout depuis l'apparition du Covid-19, que d'un côté, la médecine moderne a parfois du mal à parler des traitements traditionnels, et inversement, la médecine traditionnelle va parfois diaboliser la pharmacie moderne. Je caricature un peu les choses, mais pour permettre d'en parler, comment est-ce qu'on pourrait arriver à réconcilier les deux, parce qu'ils sont quand même basés sur des logiques qui sont radicalement différentes? Des logiques qui sont radicalement différentes, et en même temps pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de l'aspect préventif, du volet préventif de la médecine créole. Mais finalement, la vaccination est aussi une prévention contre la maladie. On prévient la maladie, on fait en sorte qu'elle n'arrive pas. Et donc, je pense que c'est vraiment, enfin, en tout cas personnellement, un message à faire passer. Arrêter justement, effectivement, de diaboliser une médecine par l'autre, et de montrer au contraire, encore une fois, qu'elles sont extrêmement complémentaires, et qu'il n'y a pas de clivage à faire entre elles, quoi. Mais à votre niveau, d'après les entretiens que vous avez faits, vous avez vraiment l'impression que le débat il est lourd, il est compliqué aujourd'hui? Le débat il est extrêmement lourd. Moi j'avoue que même les enquêtes que je fais sont parfois difficiles à faire, pourtant c'est mon métier. Voilà, puisque on l'a pas précisé, mais ce genre d'études ça se base sur des entretiens semi-directifs, donc sur des enquêtes auprès des personnes, puis aussi sur la réalisation d'herbiers pour savoir quelle plante on parle. Et effectivement là les entretiens, les enquêtes sont parfois compliquées, puisque
beaucoup de personnes se braquent vis-à-vis de la vaccination. Et évidemment, moi, en tant qu'anthropologue, je suis complètement neutre. Quand je pose mes questions, j'ai pas d'avis à donner. Oui, vous n'êtes pas là pour orienter les réponses de personnes. Ouais. Voilà. Mais le simple fait d'en parler, eh bien, on peut sentir quand même parfois des tensions ou une animosité particulière. Donc on a dit, cette étude elle a commencé, elle durera encore combien de temps avant d'être officiellement terminée ? Ouais. Alors c'est une étude qui se réalise sur 1 an, qui se termine fin mars prochain, fin mars 2022. Et donc voilà, d'ici la fin de l'année, je pense que j'aurai terminé mes enquêtes, toute la partie enquête. Et puis ensuite, c'est la retranscription, l'analyse des données, et puis ensuite la restitution sous forme d'un rapport et d'un article. Marc-Alexandre Tarot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes post-doctorant à l'unité d'ethnoécologie. C'est un petit peu long à dire, et dynamique culturelle au CNRS à Cayenne. Merci encore. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Radio Pays.